Mélodie, la radio vintage forever. Il est l'un de nos plus grands paroliers, un homme qui a su mettre des mots sur les choses de nos vies. Son regard d'éternel écolier nous a offert quelques-unes des plus célèbres comédies des années 70. Ses refrains sont entrés au panthéon de la chanson française, interprétés par les plus grands, de Reggiani à Sardou, en passant par Paul Naref et Julien Clerc. L'auteur dont nous allons évoquer la mémoire est doublement immortel, par son œuvre mélancolique aussi, nous allons y revenir, et par la reconnaissance de ses pairs. Lui qui se rêvait conducteur de poids lourd et qui est devenu un gardien des mots. Vous l'aurez compris, que l'on soit béni ou que l'on soit maudit, on a tous quelque chose en nous de Jean-Loup Dabadi. Et pour l'évoquer, j'ai l'honneur de recevoir Véronique Dabadi. Bonjour. Bonjour cher Gilles. Bonjour Véronique, comment allez-vous et merci d'être avec nous. Écoutez, je vais bien et je vais toujours bien quand on parle de mon mari. Voilà, c'est une chose qui me réchauffe le cœur de penser, de parler de lui, quoi, tout simplement. De parler de Jean-Loup Dabadi, je monte votre livre écrit avec Françoise Piazza, Jean-Loup, tant d'amour. En tout cas, Véronique Dabadi, vous avez partagé la vie de Jean-Loup Dabadi pendant 23 ans et aujourd'hui, 4 ans après sa disparition, vous écrivez Jean-Loup tant d'amour, je le disais tout à l'heure avec Françoise Piazza, un livre hommage à l'immense auteur qui était votre mari. Pourquoi écrire ce livre aujourd'hui ? Pourquoi écrire ce livre aujourd'hui ? Au début, j'étais partie sur une émission. J'aurais bien aimé qu'il y ait un documentaire. Pour l'instant, ça ne se fait toujours pas. J'étais pas dans la liberté morale d'écrire, de faire quoi que ce soit pendant ces dernières années. Et donc voilà, ça s'est déclenché parce qu'il y a eu la rencontre avec Françoise Piazza et que je me suis dit c'est une bonne personne pour ça, qui avait déjà dans son palmarès, elle avait écrit pour Juliette Gréco, Barbara, Cora Bocquer, ça c'est évidemment Francis Huster, Petula Clark. Et je me suis dit, cette femme, j'ai lu ses bouquins et j'ai apprécié son style, son travail en profondeur de recherche. Donc voilà, je me suis dit c'est le moment. Vous savez, je crois beaucoup au moment voulu, opportun, au signe. Voilà, ça s'est présenté comme ça. C'était le moment. Donc voilà, il y a plus d'1 an de ça. Bien sûr, une belle biographie, hommage à votre mari, qui était connu, et on va rentrer progressivement dans le vif du sujet, il était connu pour ses écharpes et surtout ses feutres de toutes les couleurs. Et je vous propose... Oui, ça... Oui. Non, ça c'est les petits clins d'œil que font ses amis quand ils parlaient de lui, quand il les rencontrait dans la rue ou des émissions de radio, de télé, oui, il aimait bien les couleurs. Oui, c'est sûr. Oui. Je vais vous proposer d'évoquer Jean-Loup Dabadi avec quelques nuances de son œuvre, notamment la chanson, le cinéma, le spectacle vivant et bien sûr l'Académie. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je crois que vous avez peut-être un peu évoqué, donné quelques éléments de réponse. Pourquoi Jean-Loup Dabadi travaillait avec autant de feutres de couleurs ? Est-ce qu'ils avaient une signification particulière ? Est-ce que ça l'aidait à créer ces personnages et ces chansons emblématiques ? Dans son bureau, là, au fond de l'appartement qu'on avait, que je lui avais aménagé, il avait des objets un peu qui lui portaient bonheur. Il y avait sur son bureau une façon de travailler avec telle trousse, bon. Alors les couleurs, pourquoi ? Ces brouillons étaient les premières pages étaient remplies d'annotations, de couleurs, etc. Et au fur et à mesure, il écartait ces couleurs pour arriver à ce qu'on appelle au propre avec son stylo plume. Et là, il n'y a plus de couleurs du tout. Mais c'est quelqu'un, ça lui donnait le moral. Il fallait qu'il y ait de la lumière dans la pièce, il fallait qu'il y ait ces petits objets, il fallait qu'il y ait toute une organisation, un désordre rangé, si vous voulez, comme on peut dire ça. Et c'est une question ça lui donnait de la force, du moral d'avoir toute cette ambiance. Et c'est vrai que les feutres, j'en ai acheté des tonnes et toutes les couleurs, c'était quelque chose. C'était pas un gadget comme pour un enfant, c'était réellement un outil de travail et qu'il portait. Et vous l'écrivez. Et ça avait une signification. Comment ? Non, je vous en prie. Ça avait une signification, peut-être le rouge. Quand il écrivait des trucs en rouge, il disait ça c'est bien, ça c'est pas bien, j'enlève. Il s'auto-donnait des conseils, des corrections. Vous voyez, ça c'était en rouge par exemple. D'accord. Et vous l'écrivez d'ailleurs, page 290, il cherchait toujours un rayon de soleil pour travailler. Il se baladait de pièce en pièce pour le rayon de soleil. Il détestait le 18h. C'était une heure qu'il détestait le 18h parce que
D'abord, il détestait, il me dit, oh là là, les jours commencent à diminuer. C'était un truc. Et la nouvelle, quand il me dit, oh là là, on a 1 minute de soleil en plus, ça y est, ça recommence dans l'autre sens. C'était une chose qui paraît banale, mais ça le dopait. La longueur des jours, la lumière. Et c'est vrai que ce soit à Paris ou à l'île de Ré, il se baladait avec sa table de bridge et il cherchait le meilleur endroit possible pour être face à cette belle énergie qui est le soleil. Pour travailler. Il devait être miné au changement d'horaire alors. Ah oui, non, on trouve tous ça vraiment. Quel est l'intérêt? Oui, c'est vrai que c'est un impact, ça. C'est un impact, hein, c'est fou. En tout cas, la première lumière, on va dire, la première couleur, puisqu'on va rester tout au long de cette interview sur le thème des couleurs de l'œuvre de Jean-Loup Dabadi que j'aimerais évoquer avec vous, et bien évidemment sur Mélodie Radio, c'est la chanson. Et tout a commencé, alors publiquement, si je puis dire, dans la chanson avec ce titre, écoutez. Ce soir, mon petit garçon, mon enfant, mon amour, il pleut sur la maison, mon garçon, mon amour. Excusez-moi. Serge Reggiani, Le Petit Garçon, sorti en 1967. Je crois que nos auditeurs l'ont reconnu aussi. Il a écrit beaucoup de chansons, Jean-Loup Dabadi, pour Serge Reggiani, comme Le Temps qui reste, L'Italien. On vient de l'écouter aussi, Le Petit Garçon. Comment cette collaboration a-t-elle débuté ? Je crois qu'elle a une histoire particulière, cette chanson. Elle a une histoire particulière, c'est-à-dire que Reggiani faisait la première partie à Bobino de Barbara. Et il appelle Jean-Loup Reggiani, cher Jean-Loup, voilà, je voudrais que vous m'écriviez une chanson. Et Jean-Loup dit, écoutez, je n'ai jamais fait ça. Eh bien, c'est justement comme ça, je vous donne votre chance, commençons. Je veux absolument que ce soit vous qui m'écriviez une chanson. Alors, j'ai une bonne nouvelle, c'est que je suis en première partie de Barbara Bobino, la mauvaise, c'est qu'il me la fout pour mardi. On était vendredi. Donc, c'était une course contre la montre, et c'est vrai qu'il a écrit cette chanson, mais dans un temps record, et qui a commencé leur collaboration. Et puis, après, évidemment, plein de chansons, forcément. Et la dernière aussi, c'est assez incroyable. Le temps qui reste, oui. Magnifique chanson. C'est la dernière chanson. Sublime. Moi, je trouve qu'elle est belle, très très belle. Et elle soulève bien sûr l'œuvre de Dabadi. Dans cette chanson, il y a beaucoup de cette inquiétude du temps qui passe. Il était angoissé du temps qui passe, Jean-Loup Dabadi ? C'est un pléonasme, c'est-à-dire que c'est un angoissé tout court. Ah oui, un angoissé du temps qui passe pour lui, sa famille, ses amis, ses proches, les gens qu'il aime, et pour lui-même aussi, oui. Puis bon, un écrivain qui est pas inquiet, qui est pas angoissé, je sais pas, j'en connais pas. Mais c'est vrai que les thèmes récurrents, c'était souvent le temps qui passe, les amours déçus, la solitude. Mais en même temps, il pouvait être si drôle. Il était mélancolique. C'est un mot qu'a sorti Piccoli un jour quand il est venu chez nous. Voilà, c'était les deux tendants. Il abordait des choses profondes. Il savait faire une pirouette avec de l'humour par rapport à cette chose profonde. Mais en même temps, il a écrit sur cette notion du temps qui vous prend et qui vous dévore et puis voilà, le temps qui reste, et surtout cette dernière phrase. Je veux chanter, écrire, je l'aime tant. J'ai pas fini. Voilà, j'ai pas fini. Laissez-moi du temps, donnez-moi du pain encore pour demain. Et cette dernière phrase, moi, je l'ai prise en plein cœur pour moi. Évidemment, on s'est compris sans se parler, mais on se tenait la main. Et quand il disait, parce que j'étais quand même un petit peu en souci les derniers temps de sa vie, je ne sais pas où, je ne sais pas quand, mais je t'aimerais encore. Je n'explique pas le moment où j'ai entendu ça. Je dis, mon Dieu, il est en train d'écrire peut-être notre histoire. Mais bon, je ne savais pas encore que ça serait quand même assez précipité. Vous écrivez que vous écoutiez, vous étiez, je crois, très jeune, en boucle le disque de Serge Reggiani, sans savoir que quelques dizaines d'années plus tard, vous partageriez j'avais 9 ans. sa vie. Vous aviez 9 ans. J'avais 9 ans. Et effectivement, je prenais ce 33 cm, on disait ça comme ça à l'époque, je l'écoutais en boucle. Et voilà. Mais oui, c'est tout à fait étonnant, la vie. Voilà, la boucle était bouclée, je rencontrais l'auteur et l'amant de ma vie des années après, bien sûr. Voilà, c'est des signes avant-coureurs, et puis après, il y a la réalité, et j'ai vécu un conte de fées, comme on peut dire. Rencontrer un homme comme ça, c'est un cadeau inestimable.
Un cadeau inestimable. En tout cas, il nous a laissé à nous, à son public, des cadeaux magnifiques. Oui. Et quand on pense à Jean-Loup Dabadi, on pense aussi, on va aller tout de suite sur cet artiste merveilleux qui a fait son retour d'ailleurs l'année dernière, à Michel Polnareff, pour qui il commence à écrire en 1968, jour après jour. Voilà, Polnareff, immense chanteur, immense interprète, immense musicien. Eh ben, il y a eu des moments aussi, comme Plus il peut y sombre. avoir des moments difficiles. Oui, plus sombre, voilà. Et oui, Voilà, en tout cas, plus de leur sombre, c'était collaboration, Michel Polnareff et Jean-Loup Dabadi, il y a une chanson que tout le monde connaît, que tout le monde l'a sur le bout des lèvres, et c'était peut-être l'objectif. Écoutez. On ira tous au paradis, une histoire incroyable sur cette chanson aussi. 1972. Ben oui, l'enregistrement, c'était des gens de la rue qui faisaient les chœurs. Ils les ont chopés, je sais pas comment, et ils avaient besoin de chœurs. Et donc, Polnareff et Jean-Loup, ils leur ont dit, écoutez, bougez pas, vous allez faire le chœur. C'est pas des gens, des professionnels, c'est vraiment des gens comme vous et moi, dans la rue, qui ont fait les refrains de cette chanson mythique. Oui, oui. Et une chanson qui reste dans toutes les mémoires, notamment même de ses pairs. Ouais. On y reviendra après à l'Académie, mais de ses pairs académiciens. Un jour, Jean-Loup Dabadi, vous l'écrivez, descendez les marches d'un escalier du Quai Conti, et un académicien est derrière lui, dont j'ai oublié le nom, et se met à chanter « On ira tous au paradis ». Même à l'Académie. Oui, c'était Monseigneur d'Agen, je crois, je ne sais plus son prénom. Non. Oui, il a dit à Jean-Loup, écoutez, il faut qu'on se parle, hein, Jean-Loup, parce que ça, je suis pas tellement d'accord avec vous qu'on aille tous au paradis, même les putes, etc., les insoumis. Jean-Loup l'a remis dans ses bottes. Écoutez, cher confrère, cher Monseigneur, ou je ne sais plus son prénom. Non, il n'y a pas de procès. J'ai écrit cette chanson, je ne reviendrai pas dessus, et voilà. Mais il l'avait. Je ne veux pas comment faire une polémique là-dessus, mais il l'avait un petit peu pris par les épaules et lui dire, écoutez Jean-Loup, je ne suis pas d'accord avec ce passage. Alors Jean-Loup, il était plein d'humour, de gentillesse, mais il pouvait avoir des moments où il remettait un petit peu les choses en place. Alors c'était le cas là, gentiment, bien sûr. Une magnifique Monseigneur d'Agen. Une magnifique chanson, On ira tous au paradis. Et puis voilà, vous écrivez que vous l'évoquez tout à l'heure, il y avait avec Michel Polnareff des moments plus compliqués, et je crois que vous rapportez dans le livre, page 136, un passage où Jean-Loup Dabadi parle de Michel Polnareff en disant que c'est un éternel insatisfait. Et vous mettez la réponse de Michel Polnareff, évoquant que Jean-Loup Dabadi était un auteur exceptionnel qui refaisait 20 ou 30 fois les textes quand Polnareff lui demandait. Oui, Jean-Loup était un éternel écolier. S'il y avait des choses, que ce soit Sardou ou qui que ce soit, et il prenait pas ombrage à ce qu'on lui dise. Bah, écoute, là, faut refaire, même au théâtre, ailleurs, etc. Donc voilà, il avait cette simplicité, cette humilité au travail. Oui, non, mais c'est dommage. Jean-Loup aurait tellement souhaité de faire d'autres chansons avec lui. Après, bon, il était aux États-Unis, c'était une autre vie. Il y a eu Lettre à France. Par exemple, Lettre à France. Lettre à France, Jean-Loup il avait envoyé un texte, ce qui était donc le texte que l'on sait, et il était donc aux États-Unis. Et un jour, Jean-Loup écoute la radio parce qu'il aimait la radio pour écouter les résultats sportifs du foot au rugby. Ah oui. Entre parenthèses, on peut d'autres sports aussi, mais le rugby. Puis après comment dirais-je, comment ça s'appelle enfin bref, quand les nouvelles sur le rugby se sont passées, il y avait donc la musique, la chanson, Lettre à France. Et Jean-Loup il se dit, mais c'est ma chanson, ça, qu'est-ce que c'est que ça? Michel l'avait pas prévenu qu'elle était enregistrée, prête et qu'elle diffusait. Voilà, ça c'était. D'accord. Dommage, mais enfin bon. Non, mais bon, voilà, ils auraient pu avoir une collaboration jusqu'au bout. Il y a eu un clash à propos d'une émission, après je ne vais pas la citer. Jean-Loup était désolé d'avoir. Bref. Donc il s'éloignait à nouveau, Polnareff. Enfin, il faut le suivre, hein, Michel. Il faut le suivre. Hein.
En tout Je le cas, remercie parce qu'il oui, a chanté des chansons dans tous ces tournois, tous ces tours de chant là récemment. Évidemment, il chante des chansons de Jean-Loup, il les chante très très bien, il est très en forme. on ira tous Et, au paradis, Holidays. non, mais c'est un immense artiste. Ouais. Et quel temps perdu qu'ils auraient pu travailler encore. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Et C'est dommage. Il y a C'est un autre dommage. artiste, peut-être pour revenir dans des choses joyeuses, une collaboration une collaboration de plusieurs années avec Julien Clerc. Il lui remet même Oui, bien sûr. la victoire de la musique d'honneur en 2009. Oui, On sent Jean-Loup Oui. Dabadi tellement ému de recevoir ce trophée Oui. des mains de son ami. bien sûr, bien sûr. Ils se sont rencontrés suite à une rupture avec Rodagil, c'est bien ça? Il n'y a pas de rupture. Hein. Julien n'avait pas de rupture, mais il est passé à un autre parolier. D'accord. Après, il est retourné. Il a voyagé. Julien Clerc a été avec Massime Le Forestier. Il n'y a pas de rupture. Mhm. Simplement, il y a un temps avec un auteur. Et pour un disque, il y a plusieurs auteurs. Mais c'est vrai qu'il y a une période plus dabadiesque et une période plus rodaligesque. Je ne sais pas comment on peut dire. Oui, C'est allons-y. des néologismes. Allons-y. Oui, allons-y. Non, il y a pas de rupture. Vous savez, Julien aimait ses auteurs. Il n'y a jamais eu de... Mais bon, voilà. C'est vrai qu'après, il y a eu moins de chansons avec Jean-Loup. C'est parce qu'il avait envie de peut-être de jeunes auteurs. Vous savez, je ne sais pas ce qui se passe Oui, dans il la a tête été d'un touché, chanteur. vous écrivez dans le livre, de cette, pas cette séparation, mais de cette page qui s'est retournée. Jean-Loup a été touché? Ah ben oui. Bien sûr qu'il était touché. Vous savez, c'est pareil. Quand il a fait 5 films avec Claude Sautet, Eh oui. Claude Sautet a fait un autre film avec un autre réalisateur. Voilà, ça fait de la peine, vous savez. On ne peut pas rester Une page qui perméable à se ça. tourne. Hein. Hmm. Mais il avait l'élégance. Il n'y avait jamais d'amertume. Et c'était la vie. Il acceptait ça. C'est comme ça. L'élégance, tiens, je fais une petite digression en tout cas. C'est un mot qui revient beaucoup dans le discours de réception de Sylviane Agacinski. Elle dit au début que... Comment? Oui. Elle dit Sylviane Agacinski. Agacinski, pardonnez-moi. Elle dit au début que Jean-Loup Dabadi avait... Alors de là, faut que je retrouve... qu'il avait de la douceur, de la grâce, de l'élégance, délicieux, voilà, j'ai retrouvé le terme. Que c'était un homme délicieux, Jean-Loup Dabadi. Oui, oui, je ne vais pas dire le contraire, parce que je l'ai vécu au quotidien, vous savez. Ouais. Un être remarquable, délicat, délicieux. Oui, vraiment. Et drôle. Et drôle, voilà. et je sais aussi pas. touchant, notamment avec cette chanson de Julien Clerc, puisque nous l'évoquions à l'instant, sortie en 1982 et que nos auditeurs connaissent bien sûr. Écoutez. Femme, je vous aime. Il a raconté de nombreuses fois qu'il a été difficile pour lui d'écrire cette chanson. Non, il a écrit cette chanson, c'était difficile pour Julien de la chanter. Parce que il n'avait peut-être pas bien cerné que Jean-Loup voulait dire « Femme, je vous aime comme je vous comprends, comme je partage ce que vous vivez, comme vous voyez ce que je veux dire? C'est pas le don juanisme qui était mis sur la table, là. C'était juste la beauté des femmes. La compassion, la beauté des femmes, ce qu'elles représentent, est-ce qu'elles peuvent donner, ce dont elles souffrent, et je vous comprends. Voilà, vous êtes mon enfant, mon amour, etc. Et dans une donc il y a eu un petit choix. Bertrand de Labbé a collaboré aussi pour cette chanson, à dire mais non, il faut absolument la chanter, c'est merveilleux. Vous vous rendez compte, on serait passé à côté de quoi là? Alors à chaque concert, c'est magique, c'est magnifique, on voit tous les briquets qui s'éclairent, les portables, ce sont les femmes, évidemment, qui mettent ça. Et oui, que Julien Clerc lui avait donné avait donné une cassette à Jean-Loup Dabadi. Et il cherchait sur cette belle musique, il cherchait une rime et d'un seul coup, ça lui est venu. Après 2000 écoutes, il racontait ça dans une interview. Femme, oui, c'est sûr. Oui, voilà, c'est ça. Très belle chanson. Oui, tout à fait. Et alors, il y a des chansons d'amour pour Julien Clerc, mais Jean-Loup Dabadi, et c'est là où je me dis, tiens, on change de registre, et c'est plutôt rare pour réutiliser une expression dans leur répertoire de Dabadi, une chanson plutôt... L'assassin assassiné. Oh, bravo. Oui, je vais vous la passer. Oui, l'assassin assassiné, c'est plutôt rare. Écoutez. Si j'ai ce soir dans ma mémoire un assassin assassiné. Nous sommes en 1980.
l'assassin assassiné, C'est il prend un risque, Dabadi. C'est gonflé avec ça. Bah, il prend un risque. Beaucoup de gens en avaient été contre la peine de mort quand même. Ça venait avec Badinter, ça a quand même pris bien forme cette chose-là. Oui, il prend un risque, mais en même temps, c'est vrai, le sang d'un assassiné, ça reste du sang. Quelqu'un qui est assassiné, qui est tué, enfin bref, qui est condamné, c'est encore du sang d'homme. Donc voilà, et je trouve que le discours de Badinter, la prise de conscience de Julien à cette conférence, à cette plaidoirie, et la chanson de Jean-Loup, d'ailleurs il l'a toujours dit, Badinter, qui est un ami de Jean-Loup, ça a contribué beaucoup à l'abolition de la peine de mort sur un plan inconscient, artistique, on peut dire. Je ne sais pas comment on peut définir ça. C'était une chanson engagée, oui, on peut dire que c'était vraiment... Moi j'aime bien qu'il ait eu cette chose-là. Magnifique Mais chanson. il n'a pas beaucoup chanté, ce qui est dommage. C'est dommage qu'il ne la chante pas. Faudrait la remettre sur vos ondes, ça serait bien. Je prends note, l'assassin assassiné sur nos ondes. En tout cas, dans cette période, Jean-Loup Dabadi, je me dis, change un petit peu de registre et teste des choses qu'il n'a peut-être jamais vraiment fait, donc peut-être des chansons engagées, avec une autre chanson de Patrick Juvet. Alors là, un sujet qui n'était pas prévu à la base. On va l'écouter, on revient tout de suite sur cette chanson. Les rêves immoraux. Les rêves immoraux. Des statues de marbre font l'amour intégral. Sous les arbres je marche nu, j'ai peur du scandale. Les rêves immoraux sur la bisexualité de Patrick Juvet, ça marque son retour en 81. Là aussi, il teste quelque chose de nouveau, Jean-Loup Dabadi, puisqu'il voulait écrire à la base une chanson sur Romy Schneider. C'est-à-dire, il avait toujours eu quelque chose un petit peu en avant, je dirais pas tout le monde, mais une certaine avance sur ses films, la liberté des femmes, le vote, l'avortement, l'assassin assassiné à l'époque, il fallait les rêves immoraux, ce sont des thèmes qui finalement l'ont visité un petit peu avant le milieu de français, la chanson française à l'époque. Et donc voilà, oui, c'était pour Patrick Juvet à chanter ça. Et moi, vous savez quoi, je l'ai découverte au spectacle qui a été donné par une troupe extraordinaire. C'était Dabadi et les choses de nos vies. Ah oui, on en reparlera après. Voilà, ça s'est joué à Paris pendant un mois et puis un peu de tournée, 4 artistes magnifiques. Et donc, j'ai découvert cette chanson. Je me dis, mais c'est sublime, mais je redécouvre encore mon mari dans des choses comme ça. Hier, j'étais chez Didier Barbelivien, son émission Dis-moi qui tu es, est-ce que tu écoutes, je te dirai qui tu es. Il y avait une chanson de Sardou sur l'acteur. Ah bon, non, décidément. Oui, vous savez, je connais pas tout, mais c'est formidable parce que ce livre m'a permis de retrouver des choses oubliées ou inconnues. Enfin bon, bref. Et Françoise a fait un travail de fourmi extrêmement précis. Bien sûr, Françoise Piazza pour la nommer. Et donc voilà. Donc je sais plus la question. Non, mais on discutait justement des rêves immoraux, de l'engagement, de ces quelques chansons engagées de Jean-Loup Dabadi qui sont magnifiques. Exactement. Ouais. Tout à fait, un engagement, exactement. Et donc, Dabadi, c'est les jeunes chanteurs, donc Paul Naref, Julien Clerc, mais il a aussi écrit pour des monstres sacrés comme Jean Gabin et Yves Montand. Et il a écrit en 1974 une chanson que l'on écoute encore aujourd'hui, qui est une leçon de vie. Écoutez, et bien sûr, je pense que vous la reconnaîtrez tout de suite. Oui, je sais. Maintenant, je sais. Je sais qu'on ne sait jamais. Maintenant, je sais pour Jean Gabin. Il devait être fier d'avoir écrit pour Gabin. Très fier, oui, parce que c'était l'époque de ces cinéastes qu'il adorait, Audiard, toute cette époque-là. Comme disait Delon, c'était le patron, Jean Gabin. Et donc, c'est une histoire très jolie, l'écriture de cette chanson. Il était malade pour l'enregistrement, il est revenu qu'un mot d'excuse, il y a eu 2 prises, c'est tout. Et il savait tout par cœur. Et donc voilà, c'est vrai qu'il voulait que ce soit écrit comme un plan de cinéma, voilà. Et
Mais bon, ouais, c'est dommage qu'il n'ait pas écrit davantage pour Jean, mais c'est vrai que c'est une chanson culte. Hein. C'est vrai que Mais il était voilà. parti pour, puisqu'il était heureux que le môme d'Abadi, pour citer Jean Gabin, écrive pour lui et que sa chanson marche. Ouais. Ah bah oui, parce que oui, c'était l'hit parade à l'époque. Hein. Et une fois que Jean était branché pour savoir un petit peu le tournant de cette chanson, il appelle fou de joie Jean-Loup et il lui dit Jean-Loup, c'est incroyable ce qui nous arrive. Je suis devant les Pink Floyd et derrière, je ne sais plus qui à l'époque, enfin quatrième quoi. Il était quatrième. Jean Gabin. Ouais, comme un enfant. Jean Gabin, monstre sacré du cinéma. Et puis Jean-Loup Dabadi écrit aussi pour quelqu'un qu'il a beaucoup apprécié, qu'il imitait aussi de temps en temps, pour Yves Montand. Et vous racontez dans ce livre un très joli moment, une anecdote à Saint-Paul-de-Vence, où Montand découvre par-dessus l'épaule de Jean-Loup Dabadi le texte qu'il est en train d'écrire. Oui, c'était à la Colombe d'Or, on y allait. Et évidemment, Montand était là, il habitait en face. Avec Carole Amiel. Il allait voir. Voilà, et il venait voir Jean-Loup parce qu'il travaillait, et il a écrit cette chanson, donc Valentin. Mais malheureusement, il n'y a qu'un document qu'a pris Carole. Pendant les répétitions. Bon. Oui, c'est ça. C'était magnifique aussi, ça, sur Valentin. C'est très, très beau. Bon, vous savez, je le dirai toujours, hein, j'ai un mari poète. Oui. Voilà. Et quelle relation ils entretenaient, Jean-Loup Dabadi et Yves Montand? Une relation très amicale. Mais... Voilà, c'est ça, ils ont beaucoup travaillé ensemble. Ils ont travaillé sur les films de Sautet, faut dire. Après, je ne sais pas s'ils se voyaient dans la vie. Oui, ils se voyaient à Paris quand ils étaient dans son appartement. Ils tournaient beaucoup, Montand, mais ils avaient des très très bonnes relations. Mais autrement, vous savez, quand il y a un film qui se termine, voilà, après, les artistes, ils vont sur d'autres planètes, ils sont absorbés. Mais bon, voilà, d'autres projets. Je sais qu'il a une relation plus régulière avec Lino. Ça, c'était avec Pinotto, avec Claude Pinotto, avec Rapneau. Voilà, il avait des relations aussi. Certains acteurs, certains chanteurs. Mais bon, vous savez, la vie vous emmène, vous emporte. Et puis voilà, chacun. Mais et il y a un passage très touchant dans votre livre, Jean-Loup, tant d'amour, où vous évoquez le moment où Jean-Loup Dabadi évoque Yves Montand à Valentin, son fils, pour ses 20 ans. C'est très touchant qu'un auteur puisse parler de l'artiste à son fils. Ah oui, bien sûr, oui. Mais bon, ça, il m'a raconté, Jean-Loup. Moi, je n'y étais pas, encore une fois. Mais il m'a raconté tellement de choses. Alors, je me suis dit, il faut en parler, il faut l'écrire. En tout cas, de la collaboration entre Yves Montand et Jean-Loup Dabadi naîtra cette très jolie chanson qu'on apprécie beaucoup dans les années 80. Écoutez. Multiplié par les JT, divisé par tous les mots d'ordre, certains finissent par confondre, certains ne peuvent pas répondre. L'addition. L'addition, non. Magnifique chanson d'Yves Montand, écrite par Jean-Loup Dabadi. Oui. Il faudrait faire 3 émissions, 4 émissions sur tout ce qu'il a écrit. Ah oui, il y a 300 chansons. 400 chansons, il y en a 500, pardon. Non, pas 500. Ah, j'ai pas entendu. 300. Non, il y a 300 chansons et peut-être une centaine que nous connaissons plus que les autres. Oui. On peut évoquer aussi sa collaboration avec Sylvie Vartan, avec Michel Sardou, chanteur de jazz. Et justement, ça va nous permettre d'aller sur la seconde couleur de son œuvre, l'acteur dont vous parliez tout à l'heure. Écoutez. Entrer dans un décor immense, entendre les battements de son cœur, et là changer l'indifférence, en rire et le silence en pleurs. Vivre et mourir en alternance. Oh, c'est beau. C'est beau, vraiment. 1986. Oui, c'est bien senti, bien écrit. Oui, bien sûr. Oui. En tout... Il n'y a pas eu beaucoup. Bon, il y a eu Chanteur de jazz, il y a eu Salut, il y en a eu quelques-unes de chansons. Les mamans qui s'en vont, il me semble. Oui, bien sûr. Alors, on est allé le voir à Bercy, c'est un enchantement, parce que Michel, il a une armée de musiciens, mais c'est magnifique, c'est fabuleux.
Et puis quelle voix, c'est une des plus belles voix qui puisse exister, vraiment. Et ça, quand il écrit Salut, c'est marrant. Ça pourrait aussi bien lui coller à Jean-Loup Dabadi. Je ne suis pas l'homme de mes chansons. Voilà, je ne suis pas non plus ce que j'écris. C'est la distance de l'auteur. Oui. Oui, la distance de l'auteur. Mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas toujours un peu de vécu quand même dans tout ce qu'on écrit? Je pense aussi. Même si c'est pour les autres. Bien sûr. Bien sûr. Ouais, bien sûr. En tout cas, la deuxième couleur qu'on va évoquer de Jean-Loup Dabadi, c'est bien évidemment le cinéma. Alors, on a tous en mémoire ces films dans les années 70. Vincent, François, Paul et les autres, César et Rosalie, Un éléphant, ça te trompe énormément. La gifle, puis plus tard, en 84, La 7e cible. Bref, Jean-Loup Dabadi... Max et les Ferrailleurs. Max et les Ferrailleurs, bien sûr, avec Michel Piccoli. Et Garçon aussi, qu'ils ont donné il n'y a pas longtemps à la télévision. J'étais contente. Vous les regardez les films quand ils repassent à la télévision? Ah oui. Ouais. Et c'est marrant, c'est marrant. C'est intéressant. Au niveau, je ne sais pas comment on peut analyser ça. Quelquefois, je pense à mon mari, même souvent. Il m'arrive de mettre la télé, et je ne vous mens pas, je tombe sur un film. Ça m'est arrivé 3 fois cet été. Je suis tombée sur César, après je suis tombée sur Vincent. L'autre soir, c'était Garçon. Je sais quand même, il y a un truc, mais je ne le savais pas à l'avance. Je ne regarde pas les programmes de télé. Moi, j'allume comme ça, je regarde d'un œil. Mais je me dis, mais c'est un signe. J'attribue ça au signe. Mais c'est bon, voilà. Un joli signe. Et je crois que d'ailleurs, vous écrivez que Vincent, François, Paul et les autres était son film préféré à Jean-Loup Dabadi. Oui. Il me l'a souvent dit, ça, oui. Il y avait une raison? Oui, alors... Non, je peux pas, je sais pas. Écoutez, parce qu'il y a tellement de choses. Il y a toujours ce thème la bande de copains, les amours, les déchirures... comment vous dire, cette bande d'amis un peu à l'italienne, le cinéma italien qu'il adorait, pour lequel il aurait aimé tant travailler. Donc, il s'est fait son cinéma italien à la française. Et donc, Vincent François, il y a toutes ces facettes. Hein. Voilà, c'est un creuset de ses sentiments. Oui. Et puis, il a réussi à retranscrire ces années 70, les bandes de copains, vous l'écrivez, mais aussi les couples qui divorcent, l'homosexualité, notamment je pense au personnage de Claude Brasseur dans L'Éléphant. Exactement. Comment faisait-il? Il s'inspirait, je crois qu'il allait dans les gares, c'est ça? Non, les voyages, ça pouvait être l'aéroport, ça pouvait être les gares, ça pouvait être au théâtre, il avait toujours un carnet dans sa poche, un crayon, aussi s'ennuyait. Oui, la rue, la vie, l'a beaucoup inspiré. La vraie vie, c'est ça en fait, qui est intéressant. Et puis peut-être du vécu, évidemment beaucoup. Voilà, et puis ses lectures. Enfin, c'est un ensemble de choses. Mais un grand observateur, Jean-Louis Pou. Il aimait beaucoup décrypter. Je vous dis, il avait toujours un carnet dans son manteau, où qu'il soit. Et il notait. Et il a fait des films mémorables comme La Gifle, où il a tout de suite senti le talent et la carrière d'Isabelle Adjani, la carrière en devenir. Ah oui, il a eu tous ses débuts. Il dit, je veux absolument travailler avec cette magnifique artiste. Oui, c'était magnifique cette rencontre. Et puis il y avait évidemment Lino. Lino, mais il y avait Annie Girardot qui l'adorait. Il a écrit cette pièce, adapté la pièce. Madame Marguerite, d'où la chanson pour Sylvie Vartan. Aimer. Sylvie Vartan lui a dit aimer. Ouais. Parce que dans Madame Marguerite, je ne sais pas si vous avez jamais vu cette pièce, je ne sais pas. Voilà. Donc, c'est bien que vous l'ayez connu. Parce qu'il y a une polémique, figurez-vous que Roberto Ataïde ne veut plus qu'on joue la pièce de Jean-Loup. D'accord. Et maintenant, il y a le texte d'Ataïde. Bon, il est ce qu'il est, je ne me permettrai pas de critiquer. Bien sûr. Mais c'est pas le texte de Jean-Loup. Voilà. Ah, c'est intéressant. Alors, je ne sais pas si vous avez eu la bonne. Je ne sais pas si vous avez eu la bonne ou la vraie version. Ça dépend de la version que vous avez eue. Ouais. Non, c'est dommage, parce que y a beaucoup de fois, on me demande est-ce que je peux jouer Madame Marguerite. Ah, désolé. Roberto Ataïde ne donne plus les droits. Non, mais c'est dommage. C'est vraiment dommage. Oui, on va y revenir sur le théâtre d'ailleurs, puisqu'il a adapté de nombreuses pièces, dont Le Vison Voyageur. Mais j'aimerais revenir avant cela sur Lino Ventura, son grand ami qui l'imitait apparemment. Et puis, il y a une belle anecdote le soir d'une remise de prix aux Fouquet's pour La Gifle. C'est ça que vous racontez dans le livre? Oui, il dit allez-y les enfants, moi je reste manger mes pâtes, j'aime bien manger chaud. Ça a dû lui faire quelque chose à Jean-Loup Dabadi. J'étais pas content du tout, personne n'était content.
Bah, tant pis, c'est comme ça. On va revenir sur des choses comme ça. C'est une anecdote. Hein. Enfin, bon, ils s'aimaient beaucoup, attention. Oui, mais c'est même assez amusant. Ils se sont jamais fâchés. On voit bien Lino Ventura préférer les pâtes chaudes à aller prendre un prix. Ouais. Et il imitait beaucoup d'ailleurs, Jean-Loup Dabadi, Lino Ventura, il paraît. Bah oui, il avait ce talent-là. Il imitait quand on avait des amis, des potes, des dîners, hop, il se mettait à chanter, à imiter. Quelqu'un qui aurait pu être acteur, mais en même temps, il disait, j'essayais de répéter avec Yves Robert des extraits de films, on travaillait ensemble. Je partais au fond du couloir, il avait le foulard, il avait le fou rire. Je ne pas. Il disait, heureusement que je n'ai pas été acteur, on aurait été à la soupe populaire. C'est marrant. Et puis Jean-Loup Dabadi, c'est aussi une troisième couleur, on l'a évoqué à l'instant, c'est le spectacle vivant, le théâtre, les sketchs, Guy Bedos, une amitié incroyable qui a duré pendant des années et des années. D'ailleurs, vous le dites à la fin du livre, ils sont presque partis tous en même temps. 4 jours d'intervalle, oui. Guy et Jean-Loup sont partis à 4 jours d'intervalle. C'est Guy Bedos. Guy Bedos, pour qui il écrit, alors vous connaissez, vous le raconterez certainement mieux que moi, mais depuis, je crois, sa caserne, il écrit ses premiers sketchs pour Guy Bedos. Il le voit à la télévision, qu'est-ce que c'est que ce personnage qui m'intéresse un petit peu à la Robert Hirsch. Donc ça l'a inspiré, c'est là d'où est partie Bonne Fête Colette. Et donc il a envoyé le texte à l'ORTF, je ne sais plus l'adresse exacte. Le sketch est arrivé, il y en avait 2 je crois. Et plus tard, il voit notre Guy qui les interprète. C'est magique quand vous êtes dans votre caserne, vous en avez ras-le-bol de l'armée, et puis que vous vous dites, il y a une vie ailleurs, et ben voilà, elle est là, c'est moi. Ça sera mon métier, quoi. Ça sera mon métier. Il écrit aussi Le Boxeur pour Guy Bedos. Oui, le Boxeur. Il voulait écrire le numéro 2, mais ça n'a pas marché. Mais bon, voilà, il a écrit beaucoup de choses avec Guy, magnifique. Ouais. Et il y a une vérité. Pardonnez-moi. Oui, j'allais vous dire, il y a une vérité quand même à remettre en lumière, enfin, à dire la vérité. Vous écrivez que Jean-Loup Dabadi n'a jamais été l'auteur de La Drague. Ah non, mais jamais. Oui, bien sûr, c'est pas lui l'auteur. C'est Guy. C'est Guy Bedos. Oui, bien sûr. Et alors, je corrige chaque fois. Ouais. Mais non, faut corriger, que les gens entendent bien. C'était pas Jean-Loup La Drague. Non. Il faut rendre à César, quand même, ce qui est à César. Et à Rosalie, ce qui est à bien Rosalie. Sûr. Exactement. En tout cas, il a écrit aussi des pièces de théâtre, Jean-Loup Dabadi, des sketchs, mais bien sûr, il commence au théâtre, je crois, en 67, j'avais un doute, 50-67, avec La Famille écarlate. Mais il adapte aussi Vision voyageur, on en a parlé aussi tout à l'heure, Madame Marguerite. Oui. Et 2 sur la balançoire, pour lequel il obtiendra un Molière de la meilleure adaptation étrangère en 87. Tout à fait. J'ai le Molière à la maison. Oui. Vous avez le Molière à la maison. Et pourquoi il allait vers le théâtre, Jean-Loup Dabadi, alors qu'il était scénariste reconnu, il commençait à écrire des chansons? Qu'est-ce qui l'a poussé vers le théâtre? Quand il était à Avignon, du temps de Villars, tout ça, qu'il avait eu cette chance d'habiller Gérard Philippe, et puis qu'il était dans cette ambiance de théâtre tout le temps, il dit c'est le métier que je veux faire. Je veux écrire pour le théâtre. Donc c'est né à Avignon, ça. Je veux dire, c'est quelque chose qu'il avait depuis longtemps, lui. Le théâtre, le spectacle vivant. Il a toujours préféré le théâtre. Oui, le spectacle vivant. Évidemment le cinéma, évidemment les chansons, évidemment les sketchs, tout ça. C'est des passions extrêmement bien pointues chez lui, mais le théâtre, c'était sa place. Il dit c'est ma place. Et c'est cet éclectisme qui l'a poussé à entrer sous la coupole. Alors, dernière couleur de Jean-Loup Dabadi, en 2008, c'est ça? 2009? Ce qui l'a poussé, l'Académie, vous ne demandez pas, on vient vous chercher. Et donc, il s'était présenté, il avait 40 ans, une première fois à l'Académie. En 89, c'est ça? 87, je sais plus. Je sais pas, il avait 40 ans. Et donc, il y avait Jean
concours en face et ça n'est pas passé. Il y a eu 3 tours, ça n'a pas marché. Mais il avait rencontré des gens extraordinaires comme Monsieur Sangor, enfin ça c'était magnifique. Au moins, quand vous allez à l'académie, vous devez faire des visites. Donc il avait rencontré, mais ça ne s'est pas fait à cette époque-là. Et après en 2008, oui effectivement, Madame le secrétaire perpétuel. Grande Hélène Carrère-Dancos lui a dit c'est peut-être le moment, oui, pourquoi pas, enfin on n'y croyait pas trop. Et comme il dit, moi je lui y allais en basket, hein, c'était notre expression. Donc il se présente et effectivement il est passé au premier tour. Et il dit mais je ne suis pas arrivé, c'est pas moi, je suis arrivé avec tous mes artistes, je suis rien sans mes artistes, je suis rien, je suis pas tout seul. Donc il est arrivé à l'académie avec tout ce cortège de son monde d'artistes. Et vous écrivez, page 304, qu'il avait pourtant tout pour être un académicien. Il avait tout. Vous savez, c'est une assemblée assez très prestigieuse. Donc il y a des prix Nobel de médecine, des prix Nobel de ci, de là, de plein de choses. Donc effectivement, bon, Charles Trenet avait été refusé pour une raison. Bon, bref. Est-ce que c'était, je sais pas, je vais pas m'avancer là-dedans. Oui. Et donc, ouais. Et donc, oui, il a été appelé, il a été reçu et donc voilà, c'était comme ça. Et après, il s'est dit au début, je suis pas sûr que tout le monde soit pour moi, voter pour moi, mais après, bon, voilà, il s'est fait quand vous êtes reçu, vous avez rentré dans une compagnie et tout le monde vous accepte. Enfin, je pense. Et c'est aussi grâce aux enfants des académiciens qui chantaient ces chansons, c'est ça ? Les femmes et les enfants, oui. Les femmes qui... Oui, ça joue aussi, effectivement, parce que je suis pas sûre que tous les académiciens connurent son parcours. Parce que, bon, voilà, il y a beaucoup de personnes. C'est pour ça que j'ai fait le livre aussi, parce que c'est important pour moi de dire, voilà, il y a une transmission. Je voudrais vous dire que voilà, Jean-Loup a écrit ça. Ah, c'est lui. Et pour plein de fois, on me dit, c'est lui, parce qu'ils entendent les chansons, mais ils savent pas qu'il y a Jean-Loup derrière. C'est pas une réhabilitation que je veux faire, mais c'est que de dire, voilà, ce que vous entendez, ce que vous avez vu, c'est mon Jean-Loup qui a écrit ça, et j'aimerais qu'il y ait une génération aussi qui découvre, maintenant, on est dans une nouvelle ère de musique, de tout ce qu'on voudra, et c'est très bien. Il y a le rap, il y a toutes ces choses-là, très bien. Mais en même temps, il y a aussi des chansons de l'époque de Jean-Loup et qui méritent une écoute, un regard, je pense. Et donc de l'œuvre de Jean-Loup Dabadi, ces chansons continueront longtemps pour vous ? Ça dépend de vous, mes amis de la radio. Mes amis de la radio, ça dépend de vous. il faut le distribuer, continuer à ce qu'on écoute ces chansons. Moi, j'ai pas ce pouvoir. Moi, j'en parle. On regarde ses films. Moi, je fais ce livre et on voit bien qu'à la fin, tout ce qu'il a fait, mais c'est vraiment. Donc, il avait vraiment sa place à l'Académie française dans sa catégorie, si j'ose dire. Voilà. Ouais. Et puis, il prenait son rôle très au sérieux, avec son mot qui lui a été attribué, retard. Très au sérieux. Son cartable, qui tous les jeudis, je l'emmenais, je le ramenais. Il était très ému. Le jeudi était une journée intense parce qu'il retrouvait toute cette belle compagnie. Il mettait du temps à atterrir quand j'allais le chercher et il apprenait. Et puis c'est vraiment pendant une après-midi, c'est un enchantement d'être avec ces personnes et d'apprendre et de partager, etc. Oui, avec tous ces gens d'intelligence dont il faisait partie, bien évidemment. Oui, puis lesérieux aussi, ça a changé un petit peu. Oui, un petit peu. C'est très scolaire, c'est très sérieux, l'académie. Hein. Ouais. Donc, il y avait des anecdotes de temps en temps. Il y avait le président Valéry Giscard d'Estaing qui était assis à côté de lui. Alors, il levait le doigt tout timidement. Et Jean-Loup, c'est lui qui posait la question pour le président. Vraiment, il y avait des anecdotes. Il voulait toujours lui piquer son stylo parce que j'avais offert des stylos à un ou deux qu'il aimait bien. Il dit, j'aime votre stylo, Jean-Loup. Donc voilà, il y avait des choses comme ça, mais c'était des très très beaux moments pour lui, très importants, mais des belles amitiés après. Hélas, trop court, mon Dieu. Et oui, bien sûr, ça c'est, j'ai du mal à vivre, tout simplement, sans lui. Oui, parce qu'il était très présent, bien sûr, en tant qu'épouse, et puis vous le voyez peut-être partout, finalement. Avec l'œuvre qu'il a laissée.
Oui, on a tellement partagé de choses. On a vécu 23 ans de mariage, mais 26 ans quand même ensemble. Et une belle vie, très belle vie, enrichissante, et légère, drôle, profonde, émouvante. Enfin, voilà. C'est un homme exceptionnel. Donc je peux partir. Moi, je devais mourir demain. Ben, j'ai vécu. Hein, voilà. En tout cas, Jean-Loup Bon, nous a on continue son œuvre. Qu'on continue son souvenir. Et son souvenir, j'allais y venir justement, il a été évoqué avec la pièce Hommage, les choses de la vie, ou les autres, c'est ça, oui. Dabadi ou les choses de la vie, Dabadi, les choses de la vie. Dabadi et les choses de nos vies. Dabadi et les choses de nos vies. C'est un très joli spectacle, et donc qui s'est donné au théâtre de l'Échamp, au théâtre, non, comment ça s'appelle là-haut, vers au-dessus de Pigalle, à la place, je sais plus. Bon, il y a eu 2 théâtres. Et ils ont fait quelques tournées, et vraiment, c'est pour rendre hommage très, très joli. Dabadi. Voilà, c'est ça, parce que c'est pas évident en 1h30 de faire le tour, la question. Donc par magie, on en passe un moment enchanteur. Et il y a un autre artiste qui lui a rendu hommage dans une chanson. Écoutez. Je serai César, toi Rosalie, ainsi va la vie. Paris la pluie sans Dabadi. Jean Guidoni. Oui, alors ça c'est Françoise qui m'en a parlé de cette personne. Et oui, j'étais très, très contente de connaître l'existence de cette personne. Ouais. Et oui, très bien. Paris est triste sans Dabadi, Paris... c'est vrai ça. J'aimerais le rencontrer, lui dire merci, franchement. Je lui dis merci à travers vous. Là. Le message. Voilà, vous lui dites merci. Je dis merci à Monsieur Guidoni parce qu'il a bien saisi tout ça. Et oui, bien chopé le personnage. Oui. Voilà Piccoli qui arrive avec sa gitane, les personnages, puis toute l'œuvre de Jean-Loup Dabadi. Oui, c'est ça. C'est un personnage, vous l'évoquiez aussi tout à l'heure, un artiste, pardonnez-moi, un académicien, un immortel même, qui va rester longtemps dans nos mémoires. J'espère, mon Dieu, j'espère. Lui qui cherchait toujours la lumière du soleil pour écrire et qui n'avait que seule drogue, vous l'écrivez dans le livre, un rayon de soleil, je crois, du café, enfin voilà, des choses très très saines. Il continuera à nous éclairer pour longtemps de ses comédies mélancoliques, de ses refrains populaires, de cet immortel sourire et par toutes les couleurs de son art. C'est bien résumé ? Oui, je vous félicite. C'est pas pour moi. C'était pour l'artiste qui était Jean-Loup Dabadi, oui. Oui, je vous félicite de le peindre comme ça. C'est lui, c'est ça, c'est lui, bien sûr. Oui. Toutes les couleurs. Non, mais ce qu'il y a, c'est que quand on parle de lui, à la radio, à la télévision, dans la rue et tout, mais je suis tellement fière parce qu'on aime cet homme. Vous savez, ça fait quelque chose d'être fier de son mari, de savoir qu'il est toujours présent, quand on évoque, mais il y a des beaux témoignages, bien sûr, toujours. Voilà. Mais je voudrais toucher encore plus les moins de 30 ans. Voilà, les moins de 30 ans. Parce que c'est important, les beaux mots. Mais vous savez, les moins de 30 ans connaissent aussi Jean-Loup Dabadi. Ils ne savent peut-être pas qui est l'auteur de ces chansons. C'est pour ça que j'ai fait ce livre. Voilà. Il y a un grand événement que tout le monde connaît dans le Nord et je peux vous assurer que la foule entière chantait « On ira tous au paradis ». C'est formidable. Ouais, il faut que ça dure. Tout ça, il faut que ça dure. Il faut que Michel continue à chanter, et comme il le fait très bien jusqu'à présent. Michel Polnareff, Julien Clerc, Michel Sardou, découvrez les disques de Serge Reggiani aussi, l'italien. Voilà. Alors, les radios, vous avez un pouvoir, mes chers amis, mes très chers amis. C'est la radio qui compte, c'est la radio, parce que non, je peux pas vivre sans radio, c'est une 3e personne dans ma vie. Et donc, voilà. Maintenant, vous allez pouvoir écouter Mélodie Radio. Formidable. Merci beaucoup. Merci, Gilles. Merci pour ce moment ensemble où Jean-Loup est plus que présent. C'est tout ce qui compte. Véronique Dabadi, je le remonte pour nos auditeurs et pour ceux qui nous regarderont sur Internet. Véronique Dabadi et Françoise Piazza, Jean-Loup, tant d'amour. Si vous aimez la chanson française, si vous aimez les beaux textes, si vous aimez la grande classe, j'ai encore perdu l'homme délicieux, voilà, comme
comme on le disait tout à l'heure, qu'était Jean-Loup Dabadi. Lisez ce livre. Et puis je vous remercie beaucoup, Véronique Dabadi, d'avoir répondu à ces quelques questions autour de Jean-Loup. Je vous en prie, parce que c'est moi qui vous remercie. Je vous dis, chaque fois qu'on peut évoquer Jean-Loup d'une manière ou d'une autre, je remercie. Je remercie toutes les personnes qui veulent bien l'évoquer, le faire vivre, et toujours et encore. Et puis comme il le disait à travers une chanson qu'il aimait beaucoup, l'âme des poètes, vous le dites dans le livre, longtemps après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent. C'était sa chanson préférée. Eh oui, c'était sa chanson préférée, vraiment. Oui. Merci beaucoup Véronique Dabadi et à très bientôt sur Mélodie Radio. À très bientôt, merci beaucoup Gilles, à bientôt. Mélodie, la radio vintage forever.